Depuis toujours, il y a une question qui taraude les architectes, les penseurs, bref, tous ceux qui s'intéressent à la ville. Comment est-ce qu'on doit la concevoir? C'est un débat qui oppose en fait deux visions du monde radicalement différentes, et c'est ça qu'on va explorer ensemble. Alors voilà la question centrale, celle qui est vraiment au cœur de tout. D'un côté, on a l'idée d'une ville planifiée, super ordonnée, pensée presque comme une machine. Et de l'autre, eh bien, on a l'image d'une ville qui grandit toute seule, de manière un peu chaotique, comme un organisme vivant. C'est ce tiraillement permanent qui a littéralement sculpté nos villes depuis l'Antiquité. Pour bien piger ce débat, il faut remonter à l'origine du mot. Le terme urbanisme, figurez-vous qu'on le doit à un ingénieur catalan, Ildefons Cerda, en 1867. Pour lui, attention, ce n'était pas juste un art. Non, non, c'était une véritable science, une nouvelle discipline devenue indispensable pour essayer de gérer le bazar des villes industrielles qui explosaient à l'époque. Allez, on attaque avec la première grande vision, la ville pensée comme une machine, comme un système parfaitement rationnel. Cette ambition de dompter le désordre urbain grâce à la géométrie, elle ne date pas d'hier, elle remonte au monde antique. Et pour ça, les Grecs avaient un outil redoutable, le plan en damier. Hippodamos de Milet, par exemple, l'a perfectionné après que sa ville ait été rasée par les Perses. Mais attention, ce n'était pas juste pour faire joli, hein. Le but, il était aussi politique, créer une harmonie civique et bien sûr assurer un contrôle total sur l'espace. Et cette obsession de l'ordre, on la retrouve puissance 1000 chez les Romains. C'est un théoricien, Marcus Vitruve, qui a tout résumé en trois mots qui sont devenus cultes: solidité, utilité, beauté. Pour lui, l'architecte devait être un peu un couteau suisse, à la fois ingénieur, artiste et paysagiste. Ces principes ont défini la ville idéale pendant des siècles. Mais voilà, l'Empire romain s'effondre. Et là, c'est le grand retour de balancier. Tout bascule. On oublie la raison géométrique et une nouvelle vision de la ville apparaît, une ville qui va pousser de manière beaucoup plus organique, façonnée par la foi. La façon de voir les choses change du tout au tout. Pour des penseurs comme saint Augustin, la cité des hommes, la ville physique, était bien moins importante que la cité de Dieu, la ville spirituelle. Du coup, les points de repère importants, ce n'était plus le forum ou les grandes avenues bien droites, non, c'était la cathédrale, les églises. La belle géométrie, ce n'était plus du tout la priorité. Le contraste est juste saisissant. D'un côté, le labyrinthe des rues du Moyen-Âge, tortueuses, denses, qui s'enroulent autour des églises. Et de l'autre, paf, la Renaissance débarque, redécouvre les plans antiques. Et là, c'est le retour des perspectives géantes, des places ouvertes, des avenues rectilignes. L'humain et son regard redeviennent le centre de tout. On avance dans le temps, on arrive au XVIIe siècle. Et là, attention, il y a une idée de génie qui va apparaître et qui va, en quelque sorte, réussir à réconcilier les deux visions, la machine et l'organisme. Alors, cette idée, la voici. Tout part d'une découverte scientifique majeure, la circulation du son. Et là, un type brillant, William Petty, regarde une ville et se dit « Mais oui, c'est comme un corps humain. Les quartiers, ce sont les organes, et les rues, ce sont les artères et les veines qui font circuler la vie, la richesse, les gens. » C'est la première fois qu'on pense la ville à la fois comme un être vivant et comme un système qui se doit d'être efficace. Et puis arrive la révolution industrielle. Là, c'est l'explosion démographique, les villes deviennent gigantesques et le débat entre la ville-machine et la ville-organisme se transforme en un véritable combat de titans. Et l'exemple ultime de la ville-machine poussée à son paroxysme, c'est bien sûr le Paris du baron Haussmann. En moins de 20 ans, Haussmann ne fait pas dans la dentelle. Il prend le vieux Paris, il le tranche, il l'éventre pour créer ces fameux boulevards. L'objectif était clair, faire circuler l'air pour l'hygiène, mais aussi les marchandises et les troupes. C'était une façon de moderniser, mais aussi de contrôler une ville qui avait la fâcheuse tendance à se révolter. Forcément, une transformation aussi brutale, ça fait réagir. Et trois grands courants de pensée vont émerger. D'abord les culturalistes, qui disent « Stop, il faut sauver l'âme et le charme de nos vieilles villes ». Ensuite les progressistes, qui imaginent des cités futuristes, comme la cité linéaire. Et enfin, les modernistes. Et eux, ils vont prendre l'idée de la machine et la pousser encore plus loin. Il y a cette phrase de Le Corbusier que tout le monde connaît et qui résume absolument tout. La maison est une machine à habiter. Pour les modernistes, il faut faire table rase du passé. Fini les décorations inutiles. Une maison, une ville, ça doit être fonctionnel. Point barre. Conçu avec la même rationalité qu'une usine ou une voiture. Cette vision d'efficacité totale, elle a eu un impact énorme sur tout le XXe siècle. Mais vous vous en doutez, elle n'a pas plu à tout le monde, loin de là. Et du coup, ça nous amène à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait de cet héritage? Le problème, c'est qu'à force de vouloir une machine parfaite, on a un peu oublié l'humain au passage. On a beaucoup critiqué ces grands ensembles, ces cages à lapins, ces espaces froids, sans âme, qui ignoraient complètement l'histoire et la culture locale.
En voulant une efficacité absolue, on a parfois oublié que les villes, c'est avant tout fait pour que des gens y vivent. Et hop, la boucle est bouclée, on revient à notre question du début. Alors, que faire aujourd'hui? Faut-il revenir en arrière vers un modèle de ville plus organique, plus à taille humaine? Ou au contraire, est-ce qu'à l'heure de l'intelligence artificielle et des robots, la ville n'est pas justement en train de devenir cette machine ultime, mais une machine optimisée pour des flux qui ne sont plus seulement humains? Le débat, lui, est loin, très loin d'être terminé.